Alors, bonsoir à toutes et à tous, mais plutôt à toutes, et j'en suis ravi. On est donc en présence de Wendy Delorme qui publie donc son quatrième roman, euh, Viendra le temps du feu, aux éditions Cambourakis. Mélissa des éditions Cambourakis n'a pas pu venir, elle est toute excusée. Mais on aura donc l'immense chance de parler aujourd'hui avec Wendy Delorme. Wendy, on va peut-être commencer par votre parcours. Vous avez de multiples casquettes. Vous êtes romancière, vous êtes traductrice notamment, et je ne le savais pas, je l'ai découvert en préparant la rencontre, mais également poète. En période du printemps des poètes, à mon sens, je pense que c'est à propos de vous classer Ça y est, aussi non, dans les c'est bon. poètes. Donc, j'aimerais savoir déjà comment vous en êtes venu à l'écriture, pourquoi écrire est-il peut-être devenu une nécessité pour vous. Vous êtes performeuse également, on a oublié de le dire, donc ça fait beaucoup de casquettes. Comment vous arrivez à gérer toutes ces facettes aujourd'hui? J'ai aussi trois enfants et 120 étudiantes et étudiants. Je suis hyper active et j'ai jamais été diagnostiquée comme ça, mais je pense que j'ai un vrai souci d'hyperactivité. Donc j'ai des périodes de burn-out et voilà. Et c'est comme ça qu'on fait plein de choses en même temps, c'est-à-dire enseignante, parent, auteur. Mais ce qui me structure et ce qui est vraiment, c'est-à-dire que si je devais choisir entre mes activités, je resterais sur l'écriture. Après, c'est pas une activité qui est sur laquelle on peut vivre. Il y a très peu d'auteurs qui vivent de leurs écrits. Vraiment, ça dépend des années en fait. Mais c'est ce qui me structure le plus. Mm. Alors justement, par rapport à ce parcours-là, ce livre-là est assez impressionnant dans sa subtilité, notamment parce que vous arrivez avec une dystopie en évoquant différents thèmes d'actualité, clairement. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi aujourd'hui ce roman-là? Bah, en fait, ce roman, j'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans. Et j'ai terminé de l'écrire en décembre 2000, enfin, avant la pandémie, le décembre juste avant, là, donc il y a un an et 3 mois là. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que depuis qu'on est en période de pandémie, on a connu donc l'enfermement et puis le couvre-feu, donc c'est vrai que ça ressemble à ce qu'il y a dans le roman. Je pense pas que c'était, c'est pas que je pressentais ce qui allait arriver, mais je pense qu'il y avait déjà plein de choses en germe et que ce qu'on vit actuellement là depuis un an, ça n'a fait que rendre plus criantes certaines dysfonctions de nos sociétés. Moi, je parle d'un univers dans lequel les frontières sont fermées parce qu'on tend vers ça quand même. On a les migrantes et les migrants, en fait, les survivantes et les survivants de migration qui sont bloqués à nos frontières. Les populations dont les déplacements sont contrôlés. Le roman, il parle aussi de l'injonction à produire et reproduire. Et c'est quelque chose qu'on ressent toutes et tous, hein, cette idée qu'on doit, que tout travail mérite salaire, qu'il faut travailler plus pour gagner plus. En fait, je pense que c'est marrant parce que le bouquin, il est présenté comme une dystopie, comme un roman d'anticipation. Moi, je ne me suis pas posé cette question-là en l'écrivant. Je suis partie de sentiments, de ressentis, et j'ai fait que extrapoler ou incrémenter. Et donc, oui, ça donne un roman qu'on pourrait qualifier de dystopie. Ouais. Est-ce que quand on crée un livre comme ça, alors qu'on peut appeler dystopie ou non, peu importe, mais dans tous les cas, euh, quand on crée un livre comme ça, sur des thématiques comme celle-ci, on a souvent une sorte de crainte de l'avenir. Est-ce que vous craignez ce qu'il risque de se passer? Est-ce que vous avez cette crainte-là? Et c'est pour ça que vous avez eu cette envie de d'écrire ce roman-là. Ouais, alors c'est pas une envie, c'est que j'ai besoin d'écrire pour garder ma santé mentale. Donc j'écris dans un cahier tous les jours et puis j'écris des romans aussi. C'est une façon d'exorciser des choses. Et effectivement, il y a des peurs qui montent depuis des années. Les canicules successives, par exemple, c'est une thématique dans le roman. Les canicules successives, il y a eu plusieurs étés là, ces dernières années où je faisais des crises d'angoisse parce qu'il faisait tellement chaud. Bon, moi j'habite à Lyon, mais on l'a ressenti partout en France, hein. J'avais tellement chaud que j'avais l'impression d'être comme dans un aquarium et qu'on était prisonnier de l'aquarium, quoi. Qu'on était dans un truc chauffant et qu'on ne pouvait pas, on pouvait pas sortir, quoi.
trouver la fraîcheur qu'en allumant la clim. Et en fait, la clim contribue au réchauffement climatique. Enfin, c'est vraiment une sensation physique d'oppression. Et puis, on entendait aussi qu'en Inde, les gens mouraient de soif. Enfin, et donc, ça, oui, c'est quelque chose qui m'inquiète parce qu'il se trouve effectivement que j'ai des enfants. Et je me dis, ben, quel monde ils vont connaître quand nous, on sera plus là. Et donc, il y a une angoisse. Ça part d'une angoisse quand même, vraiment forte. Ouais. Comment s'est passée justement la rencontre avec les éditions Cambourakis qui ont donc cette collection sorcière littérature féministe et engagée. Comment s'est passée cette rencontre-là avec notamment Isabelle Cambourakis qui dirige la collection? Ouais, bah déjà, en fait, c'est une collection que je suivais déjà en tant que lectrice, parce que Isabelle Kangourakis, ça fait 6 ans qu'elle a cette collection, et que chaque publication qui vient s'agréger à la précédente crée comme un corpus d'œuvres qui tourne autour de thématiques qui s'en saisissent par différents prismes, et que à chaque fois, c'est des thématiques qui m'intéressent, qui me parlent. Et quand j'ai eu fini ce roman-là, j'ai discuté avec des amis à moi et je me suis dit, en fait, je crois qu'il aurait sa place dans cette collection. Je sens que les gens qui lisent cette collection, c'est en fait les gens qui pourraient aimer ce roman. Et puis en l'écrivant, j'avais une certitude vraiment profonde, c'est que j'écrivais pour mes sœurs. C'est-à-dire que le roman précédent, Le corps est une chimère, je m'étais dit, c'est un roman pour le grand public. Je voulais parler d'homophobie intériorisée, je voulais parler de... C'est un roman sociétal, Le corps est une chimère, celui qui est sorti en 2018. C'est un roman qui parle des débats autour du mariage pour tous pendant les débats autour de la loi Taubira, qui parle de violence conjugale, qui parle d'homophobie intériorisée, qui parle de la violence d'être une famille homoparentale dans la France des années de ce débat-là, hein. Chose que j'ai vécue moi-même, étant lesbienne et parent. Et j'avais l'idée de faire un roman qui parle à tout le monde. Et je voulais même pas le signer de mon nom d'autrice parce que je me disais, en fait, comme ça va être mon quatrième bouquin et je suis identifiée comme une auteure féministe, j'ai envie que n'importe qui l'achète et que la personne se rende compte qu'est-ce que c'est que le vécu d'une mère lesbienne dans cette période hyper violente où on nous dit qu'on n'a pas le droit d'exister en tant que famille, se rendre compte de qu'est-ce que c'est que les violences sexistes au travail, à travers la vie des personnages. Celui-ci, donc Viendra le temps du feu, c'est une autre expérience. C'est dès le début, en l'écrivant, je savais que j'écrivais pour mes sœurs. Je me disais, en fait, c'est pas grave s'il y a que 300 personnes qui le lisent. Je sais que je l'écris pour ma communauté, entre guillemets, c'est-à-dire pour des personnes qui sont concernées par des vécus minoritaires, pour les lesbiennes, pour les personnes qui sont féministes et qui, quelque part, ont un vécu minoritaire, quel qu'il soit, et qui subissent les structures d'oppression qui traversent la société. Pour moi, c'était évident. Et en fait, du coup, c'est vrai que ça me semblait évident que la collection sorcière, elle allait vers ce public-là, qu'elle était identifiée par les gens qui se posent ces questions-là. Il se trouve que j'ai une amie qui s'appelle Camille Ducellier qui a publié un livre dans cette collection. Et puis un jour, on discutait, je lui dis, ouais, mais elle fait pas de roman. Elle me dit, ben, propose-lui quand même, parce qu'elle a publié Bâtir aussi, qui est quand même un ouvrage collectif de littérature de fiction. Je me suis dit, OK, donc Camille m'a donné l'adresse mail d'Isabelle Cambourakis. Je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'aime beaucoup votre collection. Je suis une lectrice de votre collection. J'ai fait ce roman qui, je pense, parlera à votre lectorat. Vous me direz. Elle m'a répondu, on ne se connaissait pas, on s'était croisés une fois, mais enfin, vraiment, on n'avait pas. Je ne savais même pas si elle m'avait lu. Enfin, elle m'a lu assez rapidement, elle m'a lu au bout de 2 mois, elle m'a répondu bah, en fait, je vais publier un roman à la rentrée, celui de Marcia Burnier, que je vous recommande, Les Orageuses. Et donc, on se lance dans les romans. Et puis, elle fait aussi des livres pour enfants. Elle a les livres de Lorraine Safou, qui sont des livres magnifiques pour enfants. Et finalement, c'est une collection assez variée en termes de format, de genre littéraire. Même si elle a commencé par des essais. Et elle m'a dit oui, c'est un livre à sortir. Et là, je me suis dit, OK. Et il se trouve que j'avais d'autres propositions, notamment chez un éditeur qu'on appelle un grand éditeur, parce que je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs. Et je me suis dit, après moult réflexions, je me suis dit, en fait, c'est quoi le plus important pour moi? C'est d'être chez un grand éditeur, ce qui était quand même une sorte de consécration pour mon ego d'autrice, quoi. Euh,
Puis on avait une bonne accroche, quoi. On s'était bien entendu en discutant, lui et moi. Ou alors est-ce que je vais être dans une collection où je sais qu'il y a mes sœurs? Et puis j'ai tellement bien accroché avec Isabelle et j'ai tellement de respect pour ce qu'elle fait. Je me suis dit, ouais, c'est là qu'il faut être. Et je trouve que j'ai fait le bon choix. Parce que déjà, j'ai eu un travail de relecture sur ce manuscrit extrêmement pointu et un vrai engagement de la part d'Isabelle et d'Olive qui travaillent tous les deux sur le texte chez Cambourakis. Et puis le livre, j'ai l'impression, là, trouve son lectorat, vraiment. Enfin, tous les retours que j'ai sur les réseaux sociaux, les retours des libraires, j'ai l'impression qu'il est au bon endroit. Et en fait, écrire un livre, c'est une chose. C'est 2 ans et demi de solitude avec le texte de désir et de prise de tête sur le texte. Mais après, c'est pas fini. Après, il faut lui trouver le bon endroit. Faut s'en occuper, quoi. Faut le mettre au bon endroit pour qu'il rencontre les bonnes personnes, en fait. Parce que voilà, c'est aussi Et une je, rencontre avec des et gens, quoi. je pense que vous étiez fait pour vous rencontrer, clairement. Alors, on ne doute pas un seul instant du travail éditorial de Cambourakis qu'on a déjà reçu plusieurs fois. Et clairement, c'est une de leurs forces. Donc, je pense que vous avez fait le bon choix, en tout cas, Wendy. Ça, c'est une En certitude plus, attends, je fais un en moment maths. pub. Le dernier bouquin que Cambourakis a fait, c'est celui-là, Hellsega. C'est une réécriture d'une nouvelle de Edgar Allan Poe qui s'appelle Une descente dans le Maelstrom. Donc là, c'est Sandrine Texido qui réécrit la nouvelle. Donc il y a la nouvelle de Sandrine Texido, la nouvelle d'Edgar Allan Poe, puis une postface de l'autrice Sandrine, qui explique comment on peut réécrire en fait de manière écoféministe des récits qui sont porteurs de valeurs. Edgar Allan Poe, c'est l'homme et la nature, l'homme qui confronte la nature, qui sort vivant du maelstrom, qui est un tourbillon dans la mer. C'est une réflexion mystique quoi, sur le rapport entre l'homme, mais c'est l'homme masculin. Enfin, il n'y a pas de place pour. C'est une glorification du héros masculin qui est face à Dieu et à la nature. Enfin, il y a un truc comme ça qui. Bon, voilà, je vous le recommande. Donc voilà, moi je suis fan de cette maison d'édition et de cette collection en particulier, et je suis très heureuse d'être là. Et c'est une vraie rencontre. Ouais. Stéphanie? Oui, bonsoir Wendy et bonsoir à tous. Euh, Bonsoir. alors Wendy, déjà, merci pour ce livre parce que moi, je ne suis issue d'aucune minorité, mais je me suis reconnue dans votre livre et donc, j'ai trouvé que c'était justement très fort, cette dimension universelle, parce que vous dites que vous avez écrit avant tout pour vos sœurs, mais alors moi aussi, je suis une de vos sœurs, si on veut, mais peut-être pas au sens où vous l'entendez, enfin, je ne sais pas exactement, mais ce que j'ai trouvé très fort, c'est que justement, ça abattait les cloisons justement entre les féministes, les non-féministes, voilà, les écoféministes, et qu'il y avait donc une dimension beaucoup plus large et beaucoup plus humaniste. Et, quand j'ai ouvert votre livre, il y a cette phrase qui m'a déjà, enfin, je ne connais pas l'auteur, Libor Kolic, je ne sais pas si je prononce bien. Et en fait, votre récit se situe justement, en quelque sorte, après le temps de la guerre, après le temps de la politique. Donc, est-ce que vous pensez justement que, eh bien, quand il ne reste plus rien, quand la folie des hommes a fait table rase de tout ce qui était construit, ce qui reste, c'est donc l'humanité et en fait, le lien entre les hommes, les femmes, enfin l'humanité en général. Bah, merci pour cette question. Alors, je vais vous montrer le bouquin d'où est issue la citation. Je l'ai à côté là. Alors là, d'ailleurs, Voilà. de tous les livres que vous citez dans le livre, puisqu'il y en a quand même Ils sont beaucoup, autour de moi. notamment Monique Witting. Oui, on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Ouais. Alors, je suis désolée pour les gens qui ont arrêté de fumer, mais je suis un peu stressée. Du coup, je vais fumer. Enfin, bref. Il n'y a aucun problème, Wendy. C'est l'avantage de ne pas être en librairie. Je suis chez moi. Voilà. Donc, désolée pour les gens qui essayent d'arrêter de fumer. Ça fait 5 fois que j'essaye d'arrêter et j'y arrive pas. Alors, ce livre-là, Chronique des oubliés, c'est le livre d'un auteur qui a connu la guerre et c'est un auteur magnifique. Et en fait, ce qu'il dit, la phrase originelle, c'est après le temps de la politique, qui n'est qu'un jeu pervers auquel on devra un jour mettre fin. Et après le temps de la guerre, qui s'achèvera également, viendra le temps de la littérature. Moi, j'ai arrêté la citation avant la dernière partie, c'est-à-dire, je me suis dit non, ça fait trop prétentieux. J'en ai parlé avec une copine qui est auteure, Isabelle Sorante, et elle me dit non, ouais, ça fait un peu prétentieux. Donc j'ai juste laissé 3 petits points, et ça fait le titre, après viendra le temps du feu.
Mais en vrai, ce que je voulais, enfin, ce qui m'a porté dans la vie et ce qui a fait que j'ai pu traverser plein de choses, c'est les bouquins, en fait, écrire et lire. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, ce viendra le temps de la littérature, je le garde pour moi, je le mets pas dans la citation. Les gens qui connaissent ce livre trouveront la vraie fin de la citation. Et c'est ce qui traverse aussi le roman, et c'est peut-être là, Stéphanie posait la question de ce qui nous relie. Je pense que je dis oui, j'ai écrit pour mes sœurs, mais c'est au sens large, hein, on n'est pas obligé enfin, je sais pas comment dire. Euh, c'est les personnes qui se sentent concernées par cette thématique-là. Et souvent, ça vient d'un vécu minoritaire, mais ça peut ne pas. Et le truc qui nous relie, les gens qui me font des retours sur ce livre, c'est aussi ce besoin de lire des histoires qui donnent du sens. Et c'est marrant parce que demain, je fais un cours à la fac sur la narratologie, donc l'art du récit. Et en psychologie, il y a une branche de la psychologie qui dit qu'on a besoin des récits pour se constituer une identité et un sens de l'appartenance à une communauté, ne serait-ce que familiale. Et c'est vrai que bah, c'est ce qui nous tient debout, en fait. Et mon roman, il montre ça, je crois que il y a des récits qui existent, qui sont les récits officiels, dans lesquels la plupart des gens ne se reconnaissent pas, mais bon, c'est la version officielle du récit du territoire dans lequel ils habitent. Et en fait, il y a plein de récits sous-jacents qui ont été interdits et qui ressurgissent ou qu'on réécrit. Et c'est ça qui nous donne de l'espoir et qui fait qu'on arrive à faire cohésion, à faire groupe. Et c'est vrai qu'à la fin du récit, viendra le temps du feu, ben, il y a des personnages qui ont des horizons différents, qui ont vécu des oppressions différentes, qui vont se retrouver pour foutre le feu, quoi. Enfin, je vous spoil un peu pour les gens qui l'ont pas lu, mais voilà. Je reviens 2 minutes sur ce qu'a dit Stéphanie, notamment sur la cible du lectorat. Je ne suis pas non plus considéré comme la cible au début, et au final, je n'ai jamais senti cet esprit communautaire dont vous faisiez part tout à l'heure. Donc, c'est surprenant. Est-ce que vraiment, en tant qu'homme, par exemple, est-ce que les hommes sont tout simplement des potentiels lecteurs de votre livre? Bah évidemment, et évidemment, quand je dis j'ai écrit pour mes sœurs, c'est pas, enfin, je sais pas comment dire, c'est à prendre au sens large. Parce que la sororité ou l'adelphité, c'est quelque chose qui relie des êtres entre eux à travers une sensibilité. D'accord? Donc si on se sent concerné, c'est qu'on partage une sensibilité, en fait, vous et moi. Et du coup, et ça, c'est notamment, c'est pour ça que j'ai une affection vraiment forte pour mon personnage de Raphaël, qui arrive assez tard, ça faisait déjà un an que je bossais sur le bouquin. Puis un jour, j'étais en train de nager et c'était l'été il y a 2 ans, je nageais et le personnage m'est venu. Il m'est vraiment venu avec le début de cette lettre où il dit disséminer le feu, tout brûler. Je me suis dit, c'est un jeune homme qui écrit à sa mère. Il m'est tombé dessus, quoi. J'étais Jeanne d'Arc à ce moment-là, il s'est mis à me parler. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est un jeune homme qui ne veut pas être un dominant et qui va devoir déserter. Et puis, du coup, derrière, il y a Boris Vian, il y a le déserteur, il y a, il y a ces personnes qui sont élevées pour être des dominants et puis qui, en fait, veulent pas, parce qu'ils se reconnaissent pas là-dedans ou qu'ils n'y arrivent pas très bien. Et mon précédent roman, il parlait déjà de ça. Et il y a plein d'hommes cisgenres qui m'ont écrit en me disant, je me reconnais vachement dans ce bouquin parce que je parlais déjà d'un homme qui n'y arrive pas très bien. Et ça parlait du coût de la masculinité aussi. Parce que le féminisme, c'est pas juste parler des inégalités dont souffrent les femmes, c'est aussi parler du coût de la masculinité, le coût sociétal, économique, mais qu'est-ce que ça coûte aux hommes? Moi, j'ai 2 petits garçons, et je vois bien qu'est-ce que c'est d'élever des garçons cisgenres. C'est aussi une entreprise de mutilation psychologique, je trouve, qui se fait à d'autres niveaux que chez les petites filles. Mais j'avais envie de parler de ça, en fait, parce que j'y suis sensible, parce que j'ai des fils, mais aussi parce que j'ai des amis mecs, quoi, et que souvent, ceux avec qui j'ai une sensibilité commune, c'est ceux qui ont soit vécu des brimades dans l'enfance par rapport au type de mecs qu'ils étaient ou qu'ils n'étaient pas, justement. Euh, à l'école de ma fille, les petits garçons que je trouve touchants, c'est ceux qui n'y arrivent pas très bien. Et c'est là qu'on voit que ça coûte quelque chose de devenir un mec. Voilà. Donc c'est évidemment, évidemment, ça va parler aux hommes aussi, du coup, je pense. En tout cas, ça m'a parlé clairement, c'est assez impressionnant. Alors, je reviens juste un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Ce serait bien qu'on parle du pitch du livre quand même, avant que Alicia ne rebondisse, puisque je pense qu'elle est très impatiente de vous poser certaines questions.
Elle est fan. Donc, Wendy, comment on pourrait résumer votre livre qui s'effectue avec différents... C'est un roman polyphonique, il y a plusieurs voix qui s'effectuent. Est-ce que justement cette différenciation de voix, c'était une nécessité pour vous, pour éviter, vous parliez tout à l'heure de narratologie, d'avoir un narrateur unique? C'est une volonté particulière et j'aimerais vraiment qu'on parle quand même du pitch, puisque le livre regorge de thématiques et j'aimerais bien qu'on pitche le livre ensemble. Vous voulez que je vous fasse un résumé, c'est ça? Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile quand on fait un roman choral. Et là, c'est mon deuxième roman choral, c'est-à-dire un roman choral, c'est un roman dans lequel plusieurs personnages s'expriment. Ou bien on rentre dans le récit à travers plusieurs personnages. Et du coup, ça nécessite une structure particulière. Sur le dernier, Le corps est une chimère, moi, je suis une geek un peu de la structure du récit. Donc, au début, je me laisse porter par mes personnages. Puis après, il faut agencer le récit. Alors, comment pitcher viendra le temps du feu. En fait, c'est un récit dans lequel s'expriment 5 personnages qui ont en commun le fait de souffrir d'être dans une société qui est comment dire, étouffante et qui est une sorte de parabole de notre société à nous. Et ça parle des stratégies que ces personnages adoptent pour survivre. Donc il y a une qui survit en étant anonyme et isolée, en faisant profil bas, donc c'est Ève, parce que c'est une ancienne résistante et qu'elle sait que si on l'identifie comme telle, elle va être stigmatisée et puis il va lui arriver les pires choses. Il y a la stratégie de... Bah là, on revient à Antonio Gramsci, le philosophe qui a été enfermé sous Mussolini et qui a écrit les cahiers de prison, théoricien du Parti communiste italien de l'époque, qui disait il y a la guerre de position, puis il y a la guerre de mouvement. Et en fait, la guerre des tranchées, bah, c'est la stratégie que va adopter, par exemple, Grasse, qui vit caché, un autre personnage, Raphaël, qui crée une société secrète de résistantes et de résistants. Puis la guerre de mouvement, c'est passé à l'attaque, passé à l'offensive, et c'est ce qui se passe à la fin du livre, parce que Raphaël et son club de résistants vont mettre le feu aux institutions de pouvoir, tout en même temps, pour créer le chaos, en espérant que du chaos va renaître autre chose. Donc c'est un livre, pour pitcher, c'est un livre sur la résistance, les différents modes de résistance, et le fait que les stratégies de résistance sont complémentaires. Parce qu'il y a une autre stratégie de résistance dont je n'ai pas parlé, c'est celle de faire sécession, c'est-à-dire le séparatisme, s'organiser en communauté autonome en dehors de la société oppressive. Donc ça, c'est d'autres personnages du roman qui font ça. Tout en, quand même, il faut quand même préciser qu'on est dans un futur proche ou lointain, ça encore on ne le sait pas, mais surtout le rapport production-reproduction est quand même au cœur du roman et qu'il n'y a pas d'argent, c'est une société totalement nouvelle que vous nous proposez quand même. Bah oui et non, parce que j'ai rien inventé. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de dystopies qui bouclent sur les mêmes thématiques. Et je me suis rendu compte en l'écrivant que j'étais quand même vachement inspirée par Margaret Atwood, La Servante écarlate, que j'ai lu il y a 3 ou 4 ans. J'ai vu aussi la série, la saison 1. Et il y a une chose qui m'a marquée dans La Servante écarlate, dans la postface du bouquin. Elle dit, je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai mis dans ce livre, ce sont des choses qui ont existé dans différentes parties du monde, à différentes époques. J'ai fait que compiler. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, c'est vrai. Une société de caste, l'obligation de se reproduire, c'est des choses qui ont existé à différentes époques, dans différents territoires. Pas tout en même temps, mais bon. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait. Et moi, je ne savais pas si j'écrivais au passé ou au futur au début. Quand j'ai commencé par écrire le personnage de Ève. Après, j'ai pris son long monologue que j'avais mis en scène à la base au théâtre il y a 2 ans. Je pensais que j'écrivais un roman avec un seul personnage. Puis après, d'autres sont apparus. Et, je pensais que ça se passait beaucoup dans le passé. Et j'imaginais une société de résistantes qui se serait organisée en dehors d'un monde oppressif. Et pour moi, c'était dans le passé. Puis après, j'ai d'autres personnages qui sont arrivés, Louise, Raphaël, et je me suis dit, bah non, en fait, c'est un futur. C'est notre territoire, mais 30 ans après que les frontières soient fermées. Et donc là, je me suis dit, ok, donc on est dans le futur. Et c'est là que j'ai accepté que j'écrivais quelque chose d'anticipation, entre guillemets, quoi. Alicia?
Bonsoir Wendy et bonsoir à tous. En effet, j'ai terminé aujourd'hui et j'ai adoré, pour ne rien vous cacher. Ma première question, elle était un petit peu sur ça, sur le travail de polyphonie, de temporalité, mais du coup, vous avez en partie répondu à comment vous avez finalement travaillé tout ça. Mais c'est pas grave, j'ai plein d'autres questions. Je me demandais, du coup, je vous en pose deux déjà pour commencer. Et c'est un travail plutôt d'édition, sur toute la partie qui concerne Rosa. Pourquoi l'italique? C'est une question un peu précise, mais c'est vrai que, étant donné que Raphaël écrit aussi, enfin que le travail d'écriture est présent chez quasiment tous les personnages, je me suis posé la question de ce choix-là en particulier. Et la deuxième question, c'est sur, si c'est possible de vous la poser, c'est sur Marcia. Je me demande si à un moment vous êtes, parce qu'il y a beaucoup de chassés-croisés entre les personnages, est-ce que Marcia, à un moment, vous l'avez imaginé différemment et avec un destin finalement qu'on connaît, parce que sans spoiler personne, ça reste assez flou pour ce personnage-là, et je voulais savoir si, voilà, comment vous l'aviez conçu de votre côté. Vous demandez ce qui se passe pour Marcia après qu'elle disparaît? C'est un peu ça, en fait, je me suis dit, mais bon, je veux vraiment pas spoiler, j'ai très très peur de faire un spoil, mais bon, il y a plein de choses entre Louvre, Ève, etc. Et c'est vrai que du coup, pour Marcia, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, et je me suis posé la question. Ouais, alors pour la première réponse, donc il y a un personnage dans le livre qui s'appelle Rosa. La narration commence avec Ève et Louise et ça s'alterne. Après d'autres personnages viennent s'agréger. Rosa, c'est en italique parce qu'elle est morte. C'est le seul personnage, donc là je spoil, désolé, mais sans doute dès le départ, puisque dès son premier chapitre, elle dit j'appartiens ici, je vais mourir dans la montagne, quoi. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse comprendre au lectorat dans quelle temporalité on est avec Rosa. Parce qu'à un moment donné, on va comprendre que Rosa, elle est morte depuis déjà 3 ans. Le récit se passe au même moment, à peu près, pour les autres personnages, c'est-à-dire Ève, Raphaël, Louise et Grace écrivent à peu près tous dans la même temporalité, ça se passe sur 1 an, on va dire, 9 mois, 1 an, quoi. Mais Rosa, au moment où on la lit, en fait, son texte, il date de 3 ans avant quand elle est morte. Et en fait, à la fin, on comprend que c'est un texte qui a été retrouvé dans la montagne, là où elle est morte. Et je me suis dit, il faut qu'on ait une graphie différente. C'était une réflexion avec mon éditrice, justement. Pourquoi les italiques? Parce qu'il fallait soit une autre police, soit pas des encadrés non plus, c'est pas un essai, mais il fallait qu'on comprenne graphiquement que c'est un texte qui a un statut différent des autres. Effectivement, c'est un testament, c'est une narration de quelqu'un qui est plus là, quoi, alors que les autres écrivent dans la même temporalité. Et puis après, Marcia, donc c'est un personnage qui ne s'exprime pas, mais dont on parle. C'est l'ancienne amoureuse d'un personnage qui s'appelle Grace. Et j'avais l'idée, en fait, de me dire, peut-être on va la retrouver, Marcia. Elle est censée s'enfuir avec Grace, et puis finalement, Grace part sans elle. Et j'avais envie qu'elle la retrouve, j'avais envie de... Puis j'avais d'autres idées de personnages. J'avais un personnage que je voulais créer qui s'appelait Ja, qui devait être un personnage qui vit dans la forêt, qui vit de manière isolée, qui connaît... Enfin, et qui devait parler un autre langage aussi, parce que je me suis dit, j'imagine un personnage qui vit seul depuis 30 ans dans la forêt. Comment s'exprime ce personnage? J'avais envie de lui inventer son propre langage. Un langage qui reflète la solitude et la désocialisation et le fait qu'elle vit vraiment en compagnie des arbres. Mais ça commençait, il fait 400 000 signes, mon roman. J'ai plein de... Je vous renomme, et c'est bon. Il y a encore du monde, c'est bon? Il y a encore du monde, et c'était tellement captivant que personne ne peut partir, c'est pas possible. Donc, parfait, Wendy. Parfait. Donc, tout le monde est encore là, il y a même encore plus de monde qu'avant, donc c'est pour dire. Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 1. Exactement. Donc, où en étions-nous? Je crois que vous répondiez à Alicia sur le roman polyphonique, sur certains personnages, c'est ça? Oui, je lui disais que oui, le personnage de Martial se demandait ce qu'il devient. J'avais envie, c'est un personnage qui disparaît, elle doit s'enfuir avec son amoureuse, puis le soir où elles ont rendez-vous, elle ne vient pas au rendez-vous. Et j'avais envie de la faire réapparaître, j'avais imaginé plusieurs solutions possibles, mais comme enfin,
En fait, ça m'intéressait plus de parler des souvenirs d'adolescence et d'un amour d'adolescence et de comment on se reconstruit après ça. Et de faire revenir Marcia, ça aurait été un peu trop hollywoodien. Et j'ai résisté à certaines tentations hollywoodiennes dans ce livre. Déjà, la fin est hyper hollywoodienne, excusez-moi, il y a le feu dans la ville, tout le monde traverse le fleuve. Il y a quand même un truc très hollywoodien. Je me suis dit, je vais m'arrêter là, on va pas en plus retrouver l'amoureuse perdue d'il y a 20 ans, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on sache ce qu'elle était devenue, mais bon, j'ai laissé le suspense. Voilà. Il y a de la place pour un autre roman encore, hein. C'est vrai qu'avec tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, il y avait quasiment la place pour un deuxième roman, mais là, ça aurait été un peu trop hyperactif, ça aurait été trop. Mm. Martine? Bonsoir à tous, bonsoir Wendy. Moi, je voulais quand même revenir sur la forme polyphonique de votre roman, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que c'était quand même votre deuxième roman choral. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez à nouveau choisi cette forme-là. Qu'est-ce que cette narration éclatée sur plusieurs narrateurs apporte à votre intrigue, selon vous, par rapport à une narration qui serait plus linéaire? Merci. Le son est bon pour vous, là? Ouais. Oui, Ok. le son est bon. C'est Martine qui a pas forcément toujours le bon son, mais on dirait qu'elle est sous la mer. Mais non, non, pour vous, c'est Wendy, c'est bon. Okay. En fait, j'ai pas choisi de faire un roman choral. J'ai vécu une expérience à la Jeanne d'Arc. Non, mais en fait, je peux en rire. Mais la vérité, c'est que d'abord, Ève est venue me parler. Donc, j'ai écrit Ève. Et puis après, Louise est venue me parler. Et puis après, Grace est venue me parler. Et Rosa. Non, d'abord, il y a eu Ève, puis Rosa. En fait, mes personnages me sont venus au fur et à mesure et du coup, je leur ai fait de la place. Et au bout d'un moment, ben, y en a que j'ai pas laissé venir. Je parlais du personnage de Jack, j'avais imaginé un personnage qui vivrait dans la forêt, qui aurait son propre langage, qui vivrait seul depuis 30 ans. Et j'ai pas choisi, c'est fait en fait de manière hyper organique, quoi. J'ai laissé des personnages me parler. Et après, il y a un gros travail de structure. En fait, pour répondre à votre question, Martine, le roman choral, il a ceci d'intéressant que pour quelqu'un comme moi qui est obsédé par la structure, ça fait qu'après, on a un jouet avec lequel on peut se prendre la tête et s'amuser, une espèce de cluedo, et ça peut durer des mois. À quel endroit je mets tel chapitre? Est-ce que ça crée une incohérence temporelle ou narrative? Ah oui, ces deux chapitres-là, il faut qu'ils s'enchaînent parce que là, il y a le feu à la cathédrale et puis après, Grace, elle dit que la ville est recouverte de cendres, donc il faut les laisser ensemble. En fait, j'avais plein de notes comme ça. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Pour l'auteur, ça apporte un espèce de jeu hyper captivant, quoi, pour arriver à donner une vraie structure, une vraie cohérence au truc. Et je me suis beaucoup pris la tête sur la structure du livre. Et d'ailleurs, je suis contente parce que mon éditrice, je lui ai dit, tu sais, on pourrait peut-être bouger des chapitres, tu me diras, mais en fait, on n'a pas touché du tout à la structure du roman, mais du tout. On a écrémé plein de choses, on a allégé beaucoup de choses, mais on n'a pas touché à la structure. Et après, qu'est-ce que ça apporte? Je pense que la polyphonie, elle est intéressante quand on parle justement de révolution, de résistance, de désir de faire des choses ensemble, de faire parler plusieurs personnages. Ça fait comme un concert de voix et ça illustre dans la forme même ce que la thématique de fond essaye d'amener, c'est-à-dire c'est en se rassemblant qu'on va arriver à faire changer les choses, quoi. Stéphanie? Oui, alors moi, quand j'ai lu le roman, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un rythme, un souffle particulier. Et en fait, vous l'avez confirmé par message privé sur Instagram, mais effectivement, il y a énormément d'alexandrin dans votre prose et j'ai trouvé ça absolument magnifique parce que ça, tout d'un coup, la prose, elle s'enfle d'un souffle poétique, un peu comme dans les chansons de gestes du Moyen-Âge, où on a aussi des alexandrins. J'ai trouvé complètement fou. Et alors déjà, l'histoire m'avait transportée, mais le fait que vous ayez pu tenir le rythme comme ça, sans que ce soit pesant et sans qu'on ait l'impression que vous soyez en train de faire de la poésie, entre guillemets, je trouvais que c'était, ça donnait un bijou. Enfin, il y a quelque chose de virtuose, en fait,
là-dedans. Et je voudrais savoir comment ça vous est venu, en fait, cette façon d'écrire en alexandrin, parce que c'est quand même assez exigeant. Est-ce que vous avez réussi, en fait, à le tenir, enfin, comment vous avez réussi à le tenir? Et est-ce que vous aviez l'impression, vous aussi, que ça donnait une ampleur particulière à votre propos? Merci pour cette question. C'est chouette parce que je disais tout à l'heure que le monologue de Ève, que j'ai coupé en chapitres, à la base, c'était un seul texte, à part peut-être pour les 3 derniers chapitres de Ève. Je l'ai mis en scène au théâtre avec une amie danseuse qui dansait. Et en fait, moi, je savais que j'écrivais en alexandrin, qui ne rime pas forcément, mais c'est des phrases à 6 ou 12 pieds pour la plupart. Et on s'est dit, tiens, on va voir si Laura, qui est danseuse, elle peut danser là-dessus, sur ce rythme-là. On avait vraiment... Et comment ça m'est venu? Ça m'est venu tout seul, mais je pense qu'il y a un historique à ça, c'est que quand j'étais gamine, ma grand-mère, qui était institutrice, m'a appris à lire avant l'heure de l'école. Donc je suis arrivée en CP, je savais lire. Et puis elle m'a fait lire Colette, les histoires de bêtes de Colette qu'on peut faire lire aux enfants. Mais elle m'a fait lire aussi de la poésie, Lamartine, enfin les classiques, quoi. Donc j'avais déjà des rythmes en tête. Et puis après, au bac, j'ai eu Phèdre, au bac littéraire. Et Phèdre, c'est une œuvre, franchement, merci à l'école. Parce que l'école, c'est pas toujours génial, mais enfin, merci à l'école. Moi, j'ai eu une bonne expérience scolaire, vraiment. Je pense que ma grand-mère m'a guidée pour que l'école, ça se passe bien après. C'était une institutrice passionnée, enfin, vraiment, elle est plus de ce monde, mais j'aurais aimé qu'elle lise ce livre, quoi. Et du coup, Phèdre, ça, voilà, moi, quand j'ai passé l'écrit du bac sur Phèdre, bah, j'ai eu une super note, mais parce que j'étais à fond, quoi. Parce qu'il y avait une poésie dans Phèdre, il y avait des phrases que j'oublierai jamais, et ça m'a habité. Et quand Ève a commencé à me parler, quand j'ai commencé à écrire le monologue de Ève, qui ouvre le roman, qui est un peu le personnage central, ce rythme m'est venu un peu naturellement. Et j'ai relu récemment des textes plus anciens de moi, d'il y a 10 ans, parce que j'essaye de faire un recueil là, de textes plus théoriques que j'ai écrits sur la question de la sexualité dans le féminisme. Et je me rends compte que je faisais déjà un peu des alexandrins il y a 10 ans, donc, mais dans celui-là, c'est flagrant. Hein. Et vous n'êtes pas la seule à me le dire, il y a plein de gens qui me... La première fois que j'ai fait une lecture du personnage de Ève, un copain, un super compliment de la part d'un copain qui est slammer, Félix Jousserand, qui est venu me voir, qui m'a dit « Ah, t'as fait des alexandrins ?» Je dis « Oui. » Donc on le sent à l'oral, mais je crois qu'on le sent aussi à l'écrit. Mais je crois que c'est à cause de Phèdre, c'est à cause de ma grand-mère, c'est à cause aussi de Chloé de Grâce plutôt. Ouais. Et puis il y a une auteure que j'ai beaucoup lue et qui est magnifique, c'est Chloé Delhomme. Et Chloé Delhomme, elle écrit en octosyllabes beaucoup, mais aussi en alexandrin. Mes bien chères sœurs, qui est un livre, un manifeste féministe qu'elle a publié il y a quelques années. Il a beaucoup d'octosyllabes et d'alexandrin et c'est... Il y a aussi, moi je disais tout à l'heure, je suis un peu une geek. L'écriture, elle m'a toujours accompagnée, mais là, je suis à un stade d'écriture. C'est mon 7e livre parce que j'ai fait 5 romans incluant celui-là et 2 bouquins de recherche scientifique sous mon nom d'état civil, parce que je suis enseignante-chercheuse. Et en fait, l'écriture à ce stade-là, quand on écrit depuis toute petite, quoi, c'est devenu vraiment une espèce de truc de geek pour moi où c'était pas tellement une recherche égocentrée, esthétique, nanana, c'est vraiment un plaisir de revoir une phrase 5 fois en cherchant le bon rythme, la bonne sonorité, c'est comme de faire une partition en fait. Il y a un vrai plaisir un cognitif à faire ça, quoi. Alicia? Moi, j'ai une question sur cette sorte de double couverture, parce que c'est vrai qu'on a du coup la couverture principale, et à l'intérieur, on a un magnifique dessin qui, on l'imagine, représente l'enfant potentiellement et sa mère. Est-ce que ça vous est venu de votre côté, ou est-ce que c'est venu d'Isabelle au cours du travail d'édition, et du coup, pourquoi avoir privilégié l'un et l'autre? Est-ce que c'est la sororité et la maternité qui devait se répondre? Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a c'est intéressant d'apprendre que vous avez des enfants, parce que je trouve qu'il y a une vision de la maternité qui est absolument sublime, et en même temps, à côté de ça, il y a un comment dirais-je, de déconstruire ce dictat de la maternité. Donc c'est une dialectique intéressante, et voilà, du coup je me suis posé cette question. Alors en fait, à la base, c'est mon éditrice qui m'a dit, tu sais, dans cette collection, chaque couverture est illustrée. Donc, est-ce que tu as une artiste qui... Voilà, elle m'en a tout de suite proposé une elle-même. Et elle m'a montré des œuvres de Karine Rougier, dont celle-là. Et en voyant cette œuvre-là,
j'ai dit, ah mais oui, ça pourrait tellement être la couve du bouquin. Donc Isabelle a commandé à Karine Rougier une illustration. Donc Karine a fait cette illustration. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur Instagram, j'ai vu qu'elle avait posté la photo dont est tirée l'illustration. En fait, c'est une photo d'elle et de sa fille au bord de la mer. Et elle en a fait cette illustration. Et avec Isabelle, on s'est dit, alors ça représente Ève et son enfant, sauf que c'est un roman choral et que le truc le plus important du livre, c'est la sororité. C'est vraiment la thématique centrale, quoi. Donc, ce serait quand même bien qu'il y ait plusieurs personnages sur la couve, pas juste le personnage de Ève qui est très solitaire. Le personnage de Ève, il est hyper plombant, hein. Elle est hyper solitaire, elle perd pied, elle est dans une obsession amoureuse, une obsession du passé, elle est hyper seule. Et d'avoir Ève en couverture avec l'enfant, ça faisait sens, mais ça donnait une autre ambiance au livre qui donnerait une prédominance à ce personnage-là. Alors que d'autres. Donc, du coup, ça, au final, on a dit à Karine, est-ce que vous seriez d'accord pour céder les droits de cette huile sur bois? C'est une huile sur bois. Et puis, du coup, on mettrait l'autre image à l'intérieur du roman. C'est fait comme ça, en fait. Et je suis hyper contente. En fait, c'est mon 5e roman. C'est celui que j'aime vraiment d'un point de vue d'objet, quoi. Je l'aime vraiment. Enfin, ouais, c'est assez chouette. Parce que c'est toujours une torture de faire une couve. On se dit, merde. Parce qu'un un bouquin en librairie, quand on arrive devant l'objet livre, il faut qu'il vous transmette des choses aussi, ne serait-ce que par son toucher, par son esthétique. Et lui, je trouve qu'il est cohérent dans le fond et dans la forme. Taël? Oui, bonsoir. Je viens juste, comme Alicia, de terminer la lecture et j'ai, comme Alicia, adoré. Je me suis vraiment laissée emporter. Et au-delà de ce que disait Stéphanie sur le rythme, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un rythme qui s'accélérait aussi, notamment dans l'écriture qui devient plus rapide et les chapitres qui sont plus rapides au fur et à mesure qu'on avance. Je voulais savoir si c'était vraiment une envie de votre part ou si ça avait été un travail d'édition qui était venu au fur et à mesure de rentrer dans ce rythme. Enfin, je sens qu'il y a une forme de musicalité aussi, d'accélération qu'on ressent beaucoup sur la fin, quoi. En fait, pour être franche, j'avais besoin de finir. J'avais besoin que ce livre sorte de mon système. Donc à la fin, j'avais besoin que ça s'arrête, quoi. Parce que j'ai adoré vivre avec mes personnages, mais c'est le livre qui a été le plus lourd pour moi à porter. Il a duré 2 ans et demi. Les autres, je les ai écrits plutôt en 1 an. C'est le livre aussi le plus ambitieux d'un point de vue de l'écriture, parce que c'est ce rythme des Alexandrins qui m'est venu avec Ève et qu'après, qui m'a poursuivi avec les autres personnages. Donc, c'est le livre que j'ai le plus travaillé dans sa forme. Je me suis fait plaisir, hein, mais à un moment donné, il fallait qu'il sorte de mon système aussi parce qu'il était assez plombant. Et en fait, le truc fou, c'est qu'il sort de mon système en décembre 2019 et après, on est confinés, quoi. Et du coup, je me suis dit, ce livre, il est quand même... il y a une fin que j'ai voulu explosive et enflammée et avec de l'espoir, mais il est quand même lourd, quoi. Et voilà, il parle de trucs lourds quand même. Et j'avais besoin que ça sorte de mon système. J'étais là, il faut que ça se termine. Donc du coup, c'est vrai que la fin, à un moment, je me suis dit, mince, est-ce que j'ai pas un peu fait vite, quoi. C'est-à-dire qu'il manque, de mon point de vue, il manque un chapitre. Il manque un chapitre de Louise dans la forêt. Et ça, je ne l'ai pas écrit, je m'en veux un peu. Je trouve qu'il aurait fallu qu'à la fin, on ait Louise, parce que Louise, on la quitte. C'est Ève qui parle d'elle pour la dernière fois. Et puis l'enfant qui dit Louise me tient la main, machin, mais il n'y a pas Louise qui quitte la ville pour la première fois de sa vie, qui a toujours vécu dans ce milieu urbain, hyper carcéral, avec la surveillance des flics et tout, et qui tout d'un coup arrive dans la forêt, elle n'a jamais vécu ça. Alors que Grace, par exemple, elle a vécu dans la forêt, ainsi que Ève. Enfin, et je me suis dit, j'avais envie de faire ce chapitre de Louise qui découvre la forêt, qu'est-ce que ça lui fait en fait. Mais j'avais plus l'énergie, j'étais vidée, quoi. Donc, il manque ce chapitre-là, ça aurait été bien. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que si jamais le livre est réédité, est-ce que c'est une possibilité qu'un chapitre soit comme ça rajouté au livre initial? Ou est-ce que vous avez En eu vrai, envie de l'écrire et puis peut-être de le proposer au lecteur en numérique ou sous une autre ouais. forme? Ouais, c'est une bonne question. En fait, là, j'aimerais bien qu'on en fasse un livre audio. Il faudra que je le coupe un peu parce qu'il fait 400 000 signes, comme j'ai dit, donc c'est un peu long pour un livre audio. Mais comme il y a une musicalité, qu'il est vraiment fait pour la scène, j'aimerais bien en faire une lecture aussi à la Maison de la Poésie. Je suis en train de voir si c'est possible. Puis dans des théâtres, quand on aura à nouveau des théâtres ouverts.
Mais j'aimerais bien faire un livre audio et du coup, peut-être éventuellement, c'est l'occasion de couper des choses et d'en rajouter d'autres, on verra. Et aussi, si ça fait un poche, j'aimerais bien que ça fasse un poche. Ce sera l'occasion parce que quand je relis des passages, il y a des moments où je dis ah mais non, mais là, il y a ce mot, il n'est pas à la bonne place. Donc, si mon éditrice me laisse faire, je pense que je ferai peut-être des ajustements pour la version poche. Je ne sais pas si on a le droit de faire ça, mais j'aimerais bien. Je me dis qu'on peut tout s'autoriser en littérature. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que certains acteurs avaient déjà lu le texte, certains chapitres. J'ai cru voir ça sur Internet. Ouais, ouais, j'ai fait lire parce qu'en fait, j'avais peur qu'il n'y ait pas de rencontre en librairie. Du coup, merci pour faire cette initiative-là des rencontres en ligne, c'est vraiment super. Et puis, c'est quand même hyper solitaire d'écrire. On écrit pendant 2 ans et demi tout seul. On fait lire des fois à des copines, mais enfin bon, ou des copains. Et il s'est passé un truc, c'est qu'en fait, j'ai été invitée sur une radio alternative à Lyon, là, qui s'appelle Radio Canuc, une radio associative. Et donc, il y avait une émission de poésie tenue par un copain, Baptiste Caruana, qui est comédien, qui s'appelle Poésie Chronique, et donc il fait des lectures de textes. Et c'était avant que le bouquin soit publié, donc c'était à l'automne dernier. Et donc j'ai demandé à mon éditrice, est-ce qu'on peut en lire des extraits? Elle m'a dit oui. Et Baptiste a lu 2 chapitres du personnage de Raphaël, et c'était tellement beau sa lecture. Je me suis dit, ah, mais il faut qu'on en fasse des extraits audio. Et puis aussi pour les gens qui ne peuvent pas lire, d'avoir quand même des... Parce que ça fait un peu comme des nouvelles... Les chapitres qu'on a mis en audio, en ligne, gratuitement, c'est des chapitres qui suffisent un peu à eux-mêmes. J'aime bien ça, moi, quand j'écris. Qu'un chapitre... Tous mes bouquins sont un peu comme ça. C'est-à-dire que tous les chapitres peuvent faire comme des mini-nouvelles. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Donc j'avais envie de faire ça, ouais. Alicia? Pardon, c'est amusant que vous parliez de The Handmaid's Tale, enfin La Servante écarlate, parce que c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de similitudes au final en lisant beaucoup d'échos, etc. Mais il y a une différence, et ça je m'interrogeais un peu, certes elle n'a rien inventé, et je pense que le système d'oppression qu'elle décrit est tiré de plein de périodes différentes, mais il y a assez peu de références très explicites dans The Handmaid's Tale, c'est-à-dire que ça reste assez vague. Et j'ai l'impression que vous avez construit beaucoup de références assez précises. J'ai cru déceler Greta Thunberg, voilà, plusieurs références, les Gilets jaunes. Il y a beaucoup de choses qui, pour moi, ont fait écho à l'actualité. Est-ce que c'était une volonté de votre côté d'expliciter un petit peu les mots de la période actuelle? Ouais, même plus que ça, en fait, on pourrait prendre le bouquin, je peux vous parler de tous les événements du livre et vous dire là, en fait, c'est telle manif à Lyon. On s'est retrouvés coincés place Bellecour. D'un côté, il y avait le Rhône, de l'autre, la Saône. Et puis, toutes les rues de la place Bellecour qui étaient en étoile étaient bloquées par des boucliers de CRS. Et j'ai paniqué parce qu'il y avait des gaz lacrymaux. Et je me suis dit, on est coincés là. Qu'est-ce qui se passe si je fais un malaise? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un de vulnérable se fait écraser? Donc ça, c'est un chapitre du livre qui se termine en massacre. Mais je vous spoil un peu. Mais en fait, il n'y a que le moment où Ève va sur les berges du fleuve avec la communauté des sœurs et où il y a une attaque de gaz lacrymo et où elle court avec son enfant pour le protéger. J'ai vécu ça, j'ai fait une manif à Lyon, mes enfants étaient bébés, on les avait en bandoulière. Et c'était une manif qui était censée être hyper... c'était pas une manif vénère, quoi. C'était une manif... Enfin, je sais pas comment dire. C'était censé bien se passer, quoi. Et depuis, j'emmène plus mes gamins en manif du tout parce qu'on s'est fait gazer et on s'est fait jeter des bouteilles de bière depuis le haut des remparts du fleuve, le Rhône, là. Donc, en fait, je peux prendre chaque passage du roman et vous dire, en fait, ça, c'était l'événement vécu, mais j'ai extrapolé, quoi. Donc, j'avais pas du tout l'intention d'écrire une dystopie, moi, à la base. Vraiment, je parlais du monde dans lequel on vit et en extrapolant, quoi. Est-ce qu'on peut, Wendy, peut-être faire la lecture de l'extrait que vous nous avez choisi avant de passer à la suite des questions? Ouais. Alors, du coup, j'ai choisi un passage de Raphaël. Donc Raphaël, en fait, tous ces chapitres, c'est une longue lettre à sa mère où il lui explique qu'il va déserter parce qu'il veut pas vivre dans ce système. Je vais peut-être arrêter avant la fin du chapitre, sinon ça va faire long. Disséminer le feu, tout brûler. Un par un, les grands édifices du pouvoir. Réduire en cendres grises et carcasses calcinées les symboles immuables qui structurent les vies,
ordonne l'obéissance, inspire à tous la crainte ou la dévotion, trace en voie rectiligne les vies et les pensées de chacun parmi nous. Tout brûler. Commencer sans rien dire, sans rien revendiquer. Laisser planer le doute. Criminel, l'incendie? L'idée m'est venue tôt. J'étais encore enfant. Je regardais brûler dans le fond du jardin les grands tas de feuilles mortes qu'on ramassait l'automne. Père attendait qu'elles sèchent, guettait les jours sans pluie. Il y avait dans ses yeux cette lueur satisfaite quand s'élevait le feu. Moi, je le regardais, recueilli, en silence. C'était sa messe à lui. Mère, as-tu remarqué qu'il chantait toujours faux et plus fort que les autres au service du dimanche? Alors là, excusez-moi, je fais un aparté. Mon grand-père a fait ça toute sa vie. Il allait à la messe une seule fois, à Noël, obligé par ma grand-mère, et il chantait plus fort et plus faux que tout le monde pour dire qu'il était athée. Voilà. Mère, as-tu remarqué qu'il chantait toujours faux et plus fort que les autres au service du dimanche? Sa manière à lui de contester le culte, faire dérailler le rythme. Risible, la prière quand elle est chantée faux. Il savait chanter juste, tu le sais toi aussi. Quand il nous emmenait manger au bord du fleuve le pique-nique du lundi et qu'il chantait pour nous, sa voix était de miel, la mélodie précise. S'il voyait aujourd'hui s'élever dans la nuit les flammes et la fumée de la grande cathédrale, on le verrait sourire. De ce sourire discret que marquait la fossette au bas de son menton, et ses yeux noirs riraient. Car tout ça est une blague. Il n'y a rien après, mère, tu t'en doutes bien. On meurt, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'enfer et pas de paradis. On souffre sur cette terre, on aime sur cette terre, on finit dans la terre et on ne renaît pas. Et si on n'a qu'une vie, pourquoi vivre emmuré? Père l'avait compris. Il a franchi le fleuve, on ne l'a pas revu. Je vais m'arrêter là. Mais bon, là, pareil, je pourrais vous dire, ça parle de l'incendie de Notre-Dame à Paris. Il n'y a que des choses vraies, en fait. Enfin, c'est que ça part que d'événements réels, quoi. Y compris d'ailleurs la disparition des livres? La disparition des livres, ça parle, ouais, non. Dans ce bouquin, oui. Oui, on pourrait trouver un état où certains livres sont censurés, bien sûr, mais là, la disparition quasi totale, excepté celui de Louise au départ. Bah, ça parle un peu de l'industrie du livre, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est un auteur, bon, il y a deux choses. Il y a le fait que les mémoires minoritaires sont hyper importantes et que les révolutions se font aussi parce que, enfin, tout ce qui est de l'ordre du changement social, ça peut se faire aussi parce qu'on a la mémoire des luttes précédentes et des stratégies adoptées par nos aïeuls et nos aïeux, et qu'un mouvement social, souvent, il y a d'abord tout un courant souterrain qui vient le nourrir avant qu'il explose, quoi. Et ça passe aussi par les livres. L'autre chose, c'est que quand on a un auteur dans l'industrie du livre, c'est une espèce de truc, on passe 2 ans ou 3 ans, ou je sais pas, à écrire un bouquin, et puis il est publié, si on a de la chance, il va sur les tables des libraires, puis après, il est remplacé par d'autres livres, mais il reste dans des bibliothèques. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe si en fait on écrème les bibliothèques de tout ce qui est considéré comme dangereux pour le système, quoi. Ça parle aussi un peu de l'industrie du livre, du coup. Parce que dans mon bouquin, j'ai inventé que les livres étaient vendus au poids dans les supermarchés et que c'était que des livres de divertissement. Et que les gens qui écrivaient des livres étaient formés pour écrire des livres divertissants d'après une trame narrative unique. Il ne s'agit pas de critiquer les livres de divertissement, moi j'en lis aussi, hein, mais c'est cette idée aussi que la littérature, elle n'est pas forcément facile et que les livres peuvent pas se remplacer les uns par les autres comme ça. Enfin, c'est un marché, mais en même temps, un livre, c'est un objet sur un marché qui est régulé par l'offre et la demande. Chez un éditeur, il y a les auteurs qui vendent bien, et puis il y a les auteurs qui vendent moins bien, et puis ça tourne comme ça. C'est aussi une façon de parler de ça, un petit peu. Est-ce que vous craignez, est-ce que c'est aussi une crainte, on parlait de cette crainte tout à l'heure de ce monde futur, mais est-ce que c'est une crainte de voir les livres disparaître aussi pour vous? Non, au contraire, c'était une manière de parler de l'importance des livres pour la mémoire et pour la joie je me suis fait un peu une bulle pendant 2 ans. J'ai mis plein d'extraits de bouquins dans ce livre et en mettant toutes les références à la fin.
C'est les bouquins qui m'ont nourri pendant 2 ans. Parce qu'en fait, quand on écrit, tout ce qu'on absorbe dans la période où on écrit, ça peut être de la musique ou des livres ou des films ou quoi, ou des ambiances ou des événements, etc. Ça vient nourrir et j'avais envie de les faire exister, quoi. Donc il y a l'incendie de la cathédrale, mais il y a aussi Sarah Waters, il y a David Foster Wallace, il y a Rilke, il y a Wittig, il y a Preciado. Enfin, c'est les bouquins que j'ai lus dans cette période-là, en fait. Que j'ai lus ou auxquels j'ai pensé en écrivant. Justement, le livre que trouve Louise au départ, ce sont Les guerrières de Monique Wittig. Est-ce que véritablement ce livre-là, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je ne l'ai pas lu personnellement. J'aimerais bien que vous nous en parliez puisqu'il a quand même une importance capitale dans votre roman. Ouais, c'est là. J'ai une version poche des guerrières. En fait, c'est un livre qui est vraiment fait pour la scène, je pense. C'est un livre qui est émaillé de listes de prénoms. Donc, sur les pages de droite, très régulièrement, on a des listes de prénoms. Et il s'est passé un truc, c'est qu'en septembre, enfin l'automne, il y a 2 ans, il y a eu l'anniversaire des 20 ans des guerrières et de la publication. Et il y a eu un événement à la Maison de la Poésie avec différents auteurs qui connaissent très bien Wittig, son œuvre, qui l'ont connue même elle. Et il y avait Virginie Despentes, Rebecca Chaillon, enfin, qui en faisaient une lecture. Je me suis rendu compte que vraiment le texte était fait pour être dit, qui prend plus de sens quand il est prononcé. Ça parle de la révolution féministe, mais c'est un roman à clé parce qu'il y a plein d'endroits en fait où si on ne connaît pas vraiment l'histoire du féminisme à cette époque-là, on rate des références symboliques, quoi. Mais il peut être lu aussi indépendamment de ça. Et à un moment donné, Rebecca Chaillon avait fait venir sur scène des copains et des copines pour qu'on dise des prénoms qui émaillent le texte. C'est les prénoms des guerrières, donc celles qui luttent pour changer le monde. Et moi, j'avais 5 prénoms à dire, c'était Galatée, Constance, Annonciade, Evelyne et Victoire. Et en fait, j'étais en train d'écrire mon roman. Et je les ai pris et j'en ai fait des personnages du livre. Les sœurs fondatrices de la communauté de résistantes qui vit de l'autre côté du fleuve. Donc voilà. Et Monique Wittig, je l'ai étudiée en tant qu'enseignante-chercheuse. On m'a sollicité à 2 reprises pour faire un chapitre d'ouvrage collectif puis un article de recherche sur Monique Wittig. Donc je la connaissais bien, je l'avais étudiée d'un point de vue scientifique, quoi, et d'un point de vue de recherche. Et c'est l'auteur qui m'a vraiment... En fait, Monique Wittig, elle a ceci de particulier qu'elle a écrit des romans. Son premier roman, en 1964, Le Poponax, a eu le prix Médicis. Et puis après, et à chaque fois, elle a écrit en essayant de dézinguer la domination du masculin dans la langue. C'est-à-dire le Poponax a écrit au on. Le sujet, c'est on. On comprend vers la fin que c'est une petite fille qui parle. Les guerrières, c'est écrit au féminin pluriel. C'est elle qui parle, elle au pluriel. Et chaque fois, c'est des labos d'expérimentation pour défaire le sexisme dans la langue, en fait. Et Wittig, elle partait du principe que en fait, le langage façonne le réel, qu'il y a une plastie du langage sur le réel, donc il y a une matérialité du langage aussi, c'est-à-dire que elle dit le langage, il prend de la place dans l'espace, les mots prononcés, ou il prend de la place sur une page quand il est écrit. C'est notre premier contrat social, enfin, l'expérience passe par le langage aussi. Là où les féministes marxistes de son époque s'intéressaient moins à la domination dans tout ce que Marx appelle la superstructure, c'est-à-dire la culture, le langage, etc., et s'intéressait plus aux structures de domination concrètes, matérielles, entre guillemets, dans les usines, dans tout ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire vraiment l'exploitation des corps par le système capitaliste. Et donc, bref, Wittig, elle, c'est une penseuse féministe matérialiste, mais qui donne une place importante à la culture et au langage. Et elle théorise aussi son œuvre. Il y a des romans de Wittig, mais il y a aussi 2 œuvres théoriques. La pensée straight, qui est un recueil de ses articles de théorie féministe, qu'elle a publié au fil des ans, donc elle a fait un recueil. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elle a réécrit en partie certains passages avant de les republier sous forme de recueil. Donc, si on connaît la version originale, puis la version dans le recueil, on dit « Ah, c'est marrant parce que là, elle a peut-être un peu révisé. » Et ça change la pensée, en fait. Et puis, dans le chantier littéraire, elle parle de sa pratique d'écrivaine. C'est hyper intéressant à lire, le chantier littéraire. C'est sa thèse, en fait. C'est une thèse qu'elle a faite sous la direction de Gérard Genette, si je ne me trompe pas, et où elle parle de sa pratique d'écriture et des auteurs qui l'inspirent.
Donc pour moi, ça parle vraiment à mes deux côtés, quoi. Elle est écrivaine et elle est chercheuse. Et du coup elle parle aux deux parties de mon cerveau, quoi. Voilà. Et à l'instant, vous disiez que ces auteurs-là, vous avez accompagné pendant l'écriture de ce roman. Mais est-ce que ça veut dire que c'était une sorte de prémisse ou au contraire, c'était des influences littéraires bien avant l'écriture du roman? Que ce soit David Foster Wallace, Rilke ou Paul Preciado. Ouais, mais c'est vrai que je les avais lus avant pour certains, mais qu'il y a des endroits du roman, par exemple Raphaël, quand il parle de ce club secret de résistants qui sont des résistants à la domination, enfin, qui sont des résistants à l'hégémonie du masculin finalement, parce que c'est... Bon, je ne vais pas trop spoiler non plus, mais Rilke, bon, il écrit à son époque, puis il a des travers un peu essentialistes aussi, mais il a des très belles phrases sur le fait que les hommes et les femmes devraient pouvoir être frères et sœurs. Il a des très belles phrases aussi sur l'amour et le désir. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une sensibilité très Raphaël. Je me suis dit, ce personnage-là, il a une sensibilité à la Rilke. Donc il va lire Rilke, il va en citer des passages dans la lettre à sa mère. Stéphanie? Donc c'est venu au fur et à mesure. Ouais. D'accord. Stéphanie? Oui, alors pour juste rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé très fort dans votre roman et c'est ça que j'ai trouvé vraiment le plus intelligent, si je peux me permettre de dire ça. C'est justement de ne pas affronter les hommes et les femmes dans un combat vain, mais de les allier vraiment et de faire en sorte qu'ensemble, ils parviennent à quelque chose. Et je m'attends, pardon pour cet a priori, mais je ne vous avais jamais lu et j'avais pensé parfois que quand on était féministe engagée, peut-être qu'on écrivait d'une façon plus radicale sur les hommes. Et j'ai trouvé au contraire que parce que vous ameniez de douceur et de nuance, ça permettait de faire passer un discours d'une façon encore plus belle. Donc déjà pour ça, vraiment merci, parce que du coup, c'est un beau texte. Et je voulais revenir sur un passage que vous avez écrit dans... Enfin, c'est vers la fin, sans spoiler personne. Et donc, c'est Tamar qui dit « Nous sommes ici pour que le processus s'inverse, pour réécrire l'histoire du point de vue des vaincus. » Est-ce que c'est ce que vous essayez de faire? Et est-ce que vous pensez qu'on peut, comme le dit le personnage de Paul, diffracter le système, le déstabiliser, y ouvrir une brèche pour créer les conditions d'un possible futur? Je trouve ça magnifique, ce passage. Alors, sur la première question, merci. En fait, je pense qu'il y a un malentendu à plein de moments quand des féministes s'expriment, parce que quand on les féministes, déjà, on est très nombreuses, puis on n'a pas toutes les mêmes opinions sur tout, il y a des féminismes. Quand on dit les hommes, enfin, moi, quand je dis les hommes, je parle pas, je parle de la classe des hommes en tant que sociologiquement, historiquement construite, culturellement, politiquement construite. Donc, il ne s'agit pas d'essentialiser les êtres assignés hommes à la naissance en disant ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et ça, Wittig l'explique très bien, par exemple. Donc, il ne s'agit pas de dire not all men, enfin, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est de dire que quand on parle des hommes, on parle de la classe des hommes. Et de même que quand on dit les femmes, déjà, les femmes ont des vécus hyper variés. Il y a des femmes cisgenres, des femmes transgenres, il y a des femmes pauvres, il y a des femmes bourgeoises, il y a des femmes racisées, il y a des femmes blanches, enfin, il y a toutes sortes de femmes. Il y a des femmes valides, des femmes qui vivent avec des handicaps. Il y a des femmes lesbiennes, des femmes hétéros, il y a des femmes pansexuelles. Il y a toutes sortes de femmes qui vivent dans toutes sortes de conditions. Et donc, la femme, ça n'existe pas. Donc, c'est pareil, quand on parle en termes de groupe social, de classe, quoi, de classe de sexe, sociologiquement, historiquement construite. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup mon personnage de Raphaël, ou le personnage de Paul, qui pour le coup s'inspire de Paul Preciado dans Un appartement sur Uranus, c'est que c'est deux personnages qui veulent aussi échapper à la classe des hommes. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la classe des hommes. Alors, Raphaël ne se reconnaît pas dans la classe des hommes, et le personnage de Paul, c'est un personnage qui incarne le personnage de Paul Preciado dans Un appartement sur Uranus. Il parle de sa transition, et il parle du système sexe-genre Et oui, je m'inspire. Ce livre, il m'a marqué. En fait, j'avais commencé à lire les chroniques de Paul Preciado avant qu'il publie ce livre. Et puis, j'ai lu ce livre quand j'étais déjà en train d'écrire Viendra le temps du feu. Et il y avait des passages, je me disais, mais c'est des manifestes.
c'est incroyable. Et je me suis dit, mais oui, mais ça. Du coup, je me suis dit, genre, je vais en faire des Dazibao dans le roman, des manifestes. Je vais demander la permission quand même de le faire. Et sinon, je les aurais réécrits. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment des moments où tu te dis, OK, là, il y a quelque chose qui peut être imprimé comme un tract, quoi. Enfin, imprimé comme un pamphlet de révolution. Et ça peut avoir cette place-là. Une manière de faire dialoguer les livres entre eux aussi. C'est quand même un immense appel aussi à la liberté pour tout le monde, une liberté absolue. Ça aussi, ça fait partie peut-être de vos craintes. Est-ce que vous considérez aussi qu'on est tout simplement... alors évidemment, aujourd'hui, en temps de pandémie, les libertés sont évidemment restreintes, mais est-ce que hors pandémie, est-ce que vous considérez que la liberté doit être encore plus forte? J'ai trouvé véritablement que c'était une ode à cette liberté, une liberté absolue pour beaucoup. Ouais, et en même temps, tu vois, la communauté des sœurs qui décide de vivre de manière séparée, qui fait une communauté de résistantes qui s'appelle donc les sœurs, qui font sécession, elles se dotent de plein de règles de fonctionnement. Elles se dotent de rituels, elles se dotent de chants, d'une culture commune qui s'agrège au fil des années. Elles se rendent compte que c'est hyper important que chacune écrive son histoire, de consigner les mémoires, d'avoir des rituels, même ne serait-ce que quand on tombe amoureuse. Et il y a Ève qui va déroger à ce rituel-là, par exemple, quand elle tombe amoureuse de Louve. Et du coup, la liberté, oui, mais en fait, ça parle aussi de quand tu imagines une utopie pour vivre ensemble autrement, l'importance de se doter de rituels, de façons de fonctionner qui peut-être garantiraient qu'on se ferait le moins de mal possible. Donc, je ne suis pas sûre que c'est une ode à la liberté, c'est une ode à essayer de faire autrement les stratégies de résistance, puis comment se construire. Je dis ça parce que j'ai vécu dans un collectif où on était 7 pendant un an et on avait plein de règles de fonctionnement qui, de l'extérieur, parfois, pouvaient sembler un peu, je ne sais pas comment dire, rigoureuses, mais ça permettait qu'on fonctionne vraiment, qu'il y ait une équité dans le partage des tâches, même si concrètement, il y en a toujours qui sont moins dispo que d'autres, etc., ce qui était mon cas, parce que je n'étais pas beaucoup présente, mais pour moi, la liberté, c'est un truc qui est abstrait et concrètement, comment tu exerces ta liberté, quoi. Tu l'exerces de manière à faire le moins de mal possible aux autres. Voilà. Je reviens sur la deuxième question de Stéphanie tout à l'heure sur la réécriture du point de vue des vaincus. Je ne crois pas que vous ayez répondu tout à l'heure sur cette partie-là. Non, c'est vrai, j'ai pas répondu. Ouais. Ouais. C'est Si ça. tu veux agrémenter, Stéphanie, agrémente, hein, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'était un passage du livre. Donc, j'ai sans doute la réponse, hein, c'est assez évident, mais je trouvais ça extrêmement optimiste. Donc, réécrire l'histoire du point de vue des vaincus et ensemble diffracter le réel pour ouvrir une brèche et en fait croire en un possible futur. Donc, en fait, quand on vous lit, on a envie de croire que malgré les dysfonctionnements de la société ou du système écologique, eh bien, il y a un possible futur. Donc, c'est très positif, en fait, comme vision du monde. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de finir sur de l'espoir. Et il y a un bouquin que je vous conseille vraiment, pour le coup, qui est dans la même collection. C'est Bâtir aussi, qui parle vraiment de ça. En fait, c'est un collectif qui l'a écrit et qui s'est imaginé qu'il y avait eu une révolution et que du coup, des communautés essayaient de fonctionner autrement. En étant moins dépendante de la technologie, peut-être, mais sans la diaboliser non plus. Il y a toute une réflexion sur le comment vivre ensemble. Et moi, c'est un bouquin qui me parle. D'ailleurs, on va sans doute en faire une lecture croisée à un moment donné au mois d'avril, je pense. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui ont lu Bâtir aussi. Et parlons du titre aussi, Wendy, viendra le temps du feu. Alors pour ceux qui ont lu le livre, ça paraît plutôt évident, mais est-ce que c'était
le titre initial? Est-ce qu'il y a, Non, au contraire, il y a eu débat Non? non, Allez, ça ne m'étonne c'était pas pas. ça le titre initial. Pourquoi ça t'étonne pas? Je ne sais pas, je sentais que, je sais pas, une petite une intuition sans aucune certitude, une Alors, intuition est-ce idiote, qu'il y aurait eu mais est-ce qu'il y aurait eu un autre titre qui aurait été peut-être plus parlant pour toi? j'ai pas votre talent, Ah hein, pardon, Wendy, hein. je vous ai tutoyé. Du coup, en fait, au début, il s'est appelé Les Autres. Pendant hyper longtemps, mon manuscrit s'est appelé Les Autres. Parce que c'était Ève qui parlait en premier et que Ève, elle parle des autres comme des gens qui vivent dans cette société où elle est obligée d'être anonyme et hyper discrète pour pas être stigmatisée par rapport au vécu qu'elle a eu et par rapport à qui elle est. Et moi, c'est un truc vraiment que j'ai vécu, c'est-à-dire d'être dans cette société où il y a plein de choses qui ne me parlent pas, où il y a plein de choses qui me font violence. Et encore, moi, je suis dans une position quand même... c'est-à-dire que je suis du côté des dominants parce que je suis blanche et parce que je suis universitaire, je manie bien le langage, j'ai fait des études supérieures, je suis enseignante, tout ça. J'ai un salaire stable. Mais je suis aussi lesbienne et je suis aussi une femme. Et du coup, il y a des logiques de domination qui se sont imprimées dans ma vie, qui ont donné lieu à des événements très concrets où je sais ce que c'est que la violence symbolique, verbale, physique, tout ça. Et du coup, il y avait les autres. Il y avait cette idée que je vis dans une société où plein de fois je me sens pas en phase et du coup c'était un peu ce personnage de Ève, quoi. Donc ça s'appelait Les Autres. Et j'ai mis un A majuscule aux autres parce que ça incarnait une espèce d'entité qui est les gens qui font corps avec les normes sociales, qui les font appliquer, qui te sanctionnent quand tu déroges normes sociales, tout ça, quoi. Puis après, je me suis dit non, mais c'est un peu négatif comme titre. Et puis surtout, c'est le titre d'un film, d'un roman déjà. Après, j'ai failli l'appeler un truc avec le fleuve. Donc, parce que le fleuve est très présent, franchir le fleuve, quitter la ville, changer de monde quand tu traverses le fleuve. Puis je vis à Lyon, il y a deux fleuves, le Rhône et la Saône. Et puis, vraiment, cette géographie de Lyon m'a vraiment inspirée pour le roman, quoi. Ça se passe du côté de la rive droite du Rhône, du coup. Et on avait même fait une vidéo avec une amie avec le personnage d'Ève qui marchait dans le fleuve, enfin bref. Et du coup, qui rentrait dans le fleuve. Après, mais le problème, je vais te dire, c'est que la plupart des bouquins qui ont le mot fleuve dans le titre, c'est des livres d'inspiration biblique, c'est des bouquins catho, quoi. Donc, en fait, l'autre rive, par exemple, tous les titres de livres où il y a le mot rive ou fleuve, enfin rive surtout, donc je me suis dit merde et tout, je peux pas m'inscrire dans cette littérature-là parce que c'est pas ce que je fais. Et du coup, j'ai cogité, et après je me suis dit il y a le feu, c'est l'élément final, c'est le feu. Ça se termine en brasier, donc le livre a failli s'appeler Brasier. Et à la fin, ça s'est joué entre viendra le temps du feu, après le temps du feu et Brasier. C'était les trois titres possibles. Voilà. Mais comme il y a Incroyable qu'il cette y ait autant de citation, titres. ouais, Incroyable mais qu'il y ait autant de titres. c'est pareil pour tous mes bouquins. Le livre d'avant, Le corps est une chimère, il s'est appelé c'est un titre un peu naze, hein, mais pendant un an, il s'est appelé Le roman de Romuald. Parce que c'était Romuald, mon personnage central, qui finalement s'appelle Philippe. Parce que voilà, avec mon éditrice, on s'est dit, bah non, Romuald, c'est un prénom qui n'est pas assez répandu, et puis il incarne quand même sa génération. Donc, j'ai regardé quels étaient les prénoms les plus donnés à l'époque de naissance de ce personnage, c'était Philippe, entre autres. Je me suis dit, bon, le roman de Philippe, ça marche pas. Puis après, c'est un roman choral, alors on ne peut pas donner le nom du roman à un personnage, parce que sinon ça le met en supériorité par rapport aux autres, alors qu'ils sont tous importants. Je me suis pris le chou à ce qu'ils aient le même nombre de chapitres, qu'ils arrivent tous dans le même ordre à chaque fois. Enfin, donc finalement, ça s'est appelé Le corps est une chimère, parce que c'est une phrase du livre, et c'est mon ancienne éditrice qui a trouvé le titre. Mais ouais, viendra le temps du feu, ça marche avec la citation en exergue. Après le temps de la guerre, après le temps de la politique, bah, viendra le temps du feu. En tout cas, l'histoire le titre du fleuve aurait été aussi, même si la référence n'est pas forcément à propos, mais le titre du fleuve aurait été en effet parfait. Avec ces deux rives, ça symbolisait beaucoup de thématiques dans le roman. Donc, ça n'aurait pas été hors sujet, à mon sens. J'ai même Et demandé à ma fille, donc je ne vais pas fait lire parce qu'elle a que 9 ans, puis il y a des passages, c'est trop glauque, ou c'est pas du tout de son âge. Mais je lui ai un petit peu raconté, quoi, en édulcorant, et je lui ai dit, bah, aide-moi à trouver un titre, parce qu'elle adore lire, elle a lu tout Harry Potter en 3 mois, bref. Et, et elle me dit, appelle-le les sœurs de l'autre rive. Je dis, ouais, je sais pas, ça aurait pu, ouais, c'est où. Mais les sœurs, déjà, les sœurs, le problème, c'est qu'en fait, les sœurs, ben, il y a aussi les Uraniens, qui est une société secrète. Et moi, j'avais vraiment envie de parler d'adelphité, c'est-à-dire le terme adelphe, ça désigne aussi bien les sœurs que les frères.
Et du coup, sororité, ça mettait l'accent sur une sororité supposée entre femmes, alors qu'il n'y a pas que des femmes dans mon roman. Et du coup, il fallait un truc qui rassemble un peu tout le monde, quoi. Et on n'a pas encore parlé du pacte, notamment, cette sorte de constitution totalitaire, on pourrait l'appeler ainsi, même si totalitarisme, c'est toujours délicat à définir par rapport aux interdits ou aux libertés qu'on peut avoir. C'est quelque chose c'est un sujet dont vous êtes proche, ça, vous avez aussi est-ce qu'il y a un texte de référence qui vous a servi de modèle, un texte dans un État européen ou non, qui vous a servi de modèle pour construire ce pacte qui arrive disséminé au fil du texte? Alors oui, dans le roman, il y a la société oppressive, elle fonctionne avec un pacte national qui a été voté après la fermeture des frontières ou juste avant. Je ne sais plus ma chronologie exacte. Je me suis fait une chronologie, mais je ne l'ai plus en tête. En fait, je suis partie de l'idée que notre pacte premier, c'était le langage. C'est Monique Wittig qui dit ça. Elle dit le premier contrat social, c'est celui du langage. C'est le premier pacte qu'on passe avec les autres êtres humains, finalement, le langage. Puisqu'une des premières choses qu'on fait quand on arrive au monde, c'est qu'on va vous enseigner à communiquer à travers le langage. Et du moment où on arrive à nommer les choses, on peut se faire une place aussi auprès des autres. Et du coup, le pacte national, en fait, c'est une torsion du langage. Parce que du coup, les femmes ne sont plus appelées des épouses ou des mères ou des femmes, elles sont appelées des contributrices. Les hommes ne sont plus appelés des hommes ou des époux, ils sont appelés des contributeurs. Et je me suis dit, c'est quoi une constitution? C'est un usage du langage pour se donner des règles de vie communes. Et la manière dont tu nommes les choses, elle va déjà cadrer le réel. Elle va te dire le sens, c'est par là. Donc, dire les citoyens et les citoyennes d'une république, c'est pas du tout la même chose que de dire les contributeurs ou les contributrices d'un territoire. Et donc, je suis partie de là en me disant, j'aurais pu pousser plus loin, vraiment créer une nouvelle langue. Je suis pas allée jusque-là parce que ça m'intéressait pas tant que ça de faire vraiment d'aller pousser dans ce sens-là. C'était pas mon point. Mais je me suis dit quand même, je voulais quand même montrer que les règles de vie dont on se dote, elles passent par le langage, elles passent par une écriture, ce qu'on appelle une constitution dans les pays qui ont une constitution. Et comment tu nommes les choses, par exemple, sous Bonaparte, il y avait la notion de bon père de famille. C'était dans le code civil. Tu vois. Bonus Donc, pater du coup, familia. Oui. c'est ça. Donc, le citoyen, c'est le bon père de famille. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Des mecs qui ne veulent pas être pères, des mecs qui n'arrivent pas très bien à être des mecs. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est une façon déjà de cadrer le citoyen dans ce qu'il est censé être, quoi. Donc voilà, c'est parti de là, en fait, de la torsion du langage et de comment tu nommes les gens et le réel et comment ça impacte ta vision du monde. Notion d'ailleurs, bon père de famille, qui a été révolue, mais récemment, extrêmement récemment, une petite Ouais, dizaine elle est d'années. restée longtemps. Ouais. Hein. Elle est restée longtemps dans le code civil. Ouais. Ouais. Stéphanie? Oui, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une dimension très sensuelle dans le roman, très charnel aussi, et que les corps avaient leur langage. Et à la fin de votre roman, il y a un texte qui est isolé du reste du texte, enfin du reste du roman, qui fait à peu près 3 pages et qui évoque les odeurs, les molécules, les corps, les chevelures. Et je l'ai trouvé très beau aussi, ce texte, mais comment ça vous est venu de l'ajouter comme ça à la fin et qu'est-ce que vous vouliez dire après tout ce que vous nous avez raconté? Qu'est-ce que vous vouliez rajouter avec ce texte à cette place-là? Ah, donc vous avez trouvé le texte caché. Oui, effectivement, à la fin du roman, après les remerciements et après les références bibliographiques, il y a un texte caché que tout le monde n'a pas trouvé. Et en fait, l'histoire de ce texte, c'est que... Donc, je disais tout à l'heure que je suis une geek de la structure. Donc, la première phrase du roman, c'est « Elles sont mortes toutes ». Et la dernière phrase du roman, c'est « Et nous sommes en vie ». J'ai retrouvé mes sœurs, je suis avec l'enfant et nous sommes en vie. Et en fait, pour moi, c'était hyper clair. Là, je suis en train de bosser sur un autre roman. Enfin, on verra ce que ça va donner. Mais je sais déjà que ma dernière phrase, ce sera « Aimer en toute conscience », parce que c'est un livre qui parle d'amour. Donc, quand j'écrivais ce livre, je savais déjà que ma dernière phrase, ce serait « Nous sommes en vie », parce que ma première phrase, c'était « Elles sont mortes toutes ». Et après, j'ai fait ce texte vers la fin. C'est un texte que j'ai écrit dans le cadre d'un collectif d'auteurs qui s'appelle RERQ, on est 6 autrices.
que j'ai écrit pour un festival qui s'appelle Littérature, etc., organisé par Aurélie Olivier, qui nous demandait d'écrire sur la reproduction. Et donc, j'ai écrit un texte où je parle en tant que mère et en tant qu'auteur, et où je parle du langage et de la reproduction, et de comment devenir mère à sa manière à soi, et comment donner naissance à un autre monde à travers un autre usage du langage. Et quand je l'ai eu écrit, je me suis dit, ah, mais ça pourrait être Ève qui parle. Parce que Ève, c'est le personnage dont je suis très proche, en fait. Hein. C'est celui où j'ai mis le plus de moi. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait faire le dernier chapitre du livre, finalement. Donc, j'en ai parlé à mon éditrice, elle m'a dit, oui, mais il n'est pas hyper utile, ce chapitre-là. Il est un peu redondant avec d'autres choses dans le roman. Et puis, c'était bien ta fin, garde-la comme ça. Je lui ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas le rajouter tout à la fin, comme une piste cachée d'un CD. À l'époque, où on écoutait les CD, il y avait des pistes cachées, des fois. Après le silence de la dernière chanson. Et puis elle me dit, ok, pourquoi pas. C'est aussi ça qui est chouette avec les éditions Cambourakis, c'est qu'il y a un des bouquins qu'ils ont fait dans la collection où il y a une carte à la fin. Je me suis dit, voilà, on fait ça. Donc il y en a qui trouvent ce texte, d'autres qui ne le trouvent pas. C'est drôle. Et pour moi, c'est comme un épilogue, quoi, un peu. Ouais. Et on ne sait pas si c'est moi qui parle ou si c'est Ève. J'ai gardé l'ambiguïté. Et vous venez de faire la bascule parfaite pour vos projets en cours, justement. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Est-ce que un prochain roman, puisque véritablement, après avoir lu celui-là, on n'a qu'une seule envie, c'est de vous lire encore et encore. Donc déjà, certains vont se rabattre sur les anciens romans. Mais pour l'avenir, et sur quoi travaillez-vous en ce moment? Si vous avez le temps, bien sûr, parce que votre emploi du temps est quand même extrêmement chargé. J'ai 3 projets. Il y en a un, c'est de faire une compilation de textes que j'ai écrits depuis 13 ans sur la question des sexualités dans le féminisme. Donc là, je suis en train de rassembler plein de textes que j'ai écrits, de voir comment les retravailler, est-ce que ça fait cohérence pour faire un recueil. Donc ça, c'est une chose. J'ai 2 pistes de romans, sinon il y en a un, j'ai écrit le début dans une résidence d'écriture l'été dernier avec 4 amis auteurs. On était dans une maison à la campagne et en fait, il y avait un ancien ruisseau asséché qui apparemment passait sous la maison à une époque, mais il n'y avait plus que la trace asséchée du ruisseau, quoi, qui allait dans la forêt. Et donc, j'ai imaginé j'ai imaginé l'histoire d'une rivière qui se vengerait des hommes parce qu'ils l'ont jugulée pour la faire passer dans les canalisations pour en faire un usage domestique. Et en fait, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à écrire là-dessus, quoi. Donc, c'est la rivière qui parle. Voir ce que ça peut donner. Je vais essayer de partir écrire un peu à la campagne pour me remettre dans cette ambiance-là voilà, dans ces sensations-là. Et l'autre projet que j'ai, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, je me suis mise à écrire une sorte d'auto-analyse sur... Je me suis dit, tiens, en fait, je suis universitaire et auteur de fiction, et en fait, j'ai envie de pouvoir relier les deux, quoi. Je me suis dit, un peu comme fait Annie Ernaux quand elle écrit sur sa condition de femme, je me suis dit, tiens, je vais écrire sur ma vie, mais d'un point de vue sociologique, en fait. Et en parlant d'événements vécus, qu'ils soient d'ordre amoureux, ou la thématique quand même centrale, c'est l'amour. Et ma narratrice, qui est moi, mais j'en parle comme si c'était pas moi. En fait, la personne qui parle d'un sujet femme et dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir dysfonctionné comme ça pendant 30 ans dans des relations amoureuses? Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être un symptôme que le monde est mal foutu et que les narrations dont on dispose pour parler de l'amour, c'est autant de mythes qui ne collent pas à nos réels. Et peut-être qu'une sorte d'auto-analyse de ce qui dysfonctionne dans les relations amoureuses, ça parlerait de façon méta de toutes les injonctions, de tous les mythes autour de l'amour et des relations amoureuses, et qui fait que les relations capotent, quoi, parce qu'elles sont prises dans une glu dans une glu culturelle, sociologique, au lieu de pouvoir se déployer à leur rythme et d'une manière plus instinctive, je ne sais pas. Donc je vais voir, je vais développer les deux, puis on verra ce que ça donne. Il y a encore cette thématique commune avec le fleuve quand même, avec l'eau et évidemment l'impact écologique qui est aussi présent, dont on n'a pas parlé encore, mais dont viendra le temps du feu. Il y a quand même cet impact climatique que vous dénoncez malgré
malgré tout cela, malgré le roman, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles vous dénoncez subtilement, que vous dénoncez subtilement. Est-ce qu'à un moment donné, vous, dans vos travaux universitaires, comment ça se passe réellement? Est-ce que vous dénoncez des choses? Est-ce qu'il y a des... Au contraire, vous êtes dans un style plutôt universitaire véritablement et plus lisse, ou au contraire, c'est aussi une tribune? Est-ce que le roman vous permet d'avoir cette tribune-là où vous vous lâchez totalement? Moi, je suis en sciences de l'information et de la communication. J'ai fait ma thèse en 2004 sur la manière dont les médias, et notamment la publicité, représentent les minorités sexuelles et de genre. En étudiant aussi les manières dont des groupes de lutte contre le sexisme et l'homophobie détournaient des contenus médiatiques, en faisaient des parodies, etc. Et puis après, en post-doctorat, j'ai travaillé sur la manière dont le gouvernement communique sur la question des violences faites aux femmes. Donc là, j'ai analysé la communication institutionnelle du gouvernement à travers les campagnes qui ont été menées sous forme de plans triennaux avec ça peut être des vidéos, des brochures et tout ça. Comment sont représentées les femmes victimes, comment est-ce qu'on... Parce que tu vois, en fait, dire violence conjugale, c'est pas pareil que de dire violence domestique, c'est pas pareil que de dire violence machiste. C'est toujours cette histoire de comment on nomme les choses, quoi. Comment ça... Cette lutte définitionnelle autour des problèmes de société, quoi. Comment ils deviennent des problèmes publics, comment le gouvernement s'en empare et tout ça. Et à l'université, je fais des cours, j'ai un séminaire qui s'appelle Genre Média Culture avec des licences 3 en infocom. On travaille sur, chacune choisit un sujet qui croise la question genre média culture. Donc ça peut être l'usage de Twitter par les activistes féministes, ça peut être la manière dont Instagram et les influenceuses beauté impactent l'image de soi des jeunes filles. Enfin, chaque étudiante choisit son sujet, chaque étudiant. Et je les aide à développer ça sous forme de travail de recherche. J'ai un cours d'analyse de l'image. Je suis sémiologue à la base, donc je fais travailler mes étudiantes et mes étudiants sur des contenus médiatiques, publicité, séries télé, journaux télévisés, contenu Insta. Du coup, je leur enseigne les méthodes de l'analyse sémiologique. Et j'ai un cours sur la sémiologie du genre, donc où je pars du principe que le genre est un code qui s'exprime à travers plein de codes différents. La langue, le vêtement, les comportements, la manière dont bougent les corps, plein de choses. Et c'est un code intéressant parce qu'il emprunte à plein de codes différents, quoi. Donc voilà, oui, du coup, à l'université, on a une posture qui est réflexive. On a une posture qui est celle de transmettre du savoir et en même temps, ça fait depuis 2004 que j'enseigne et je vois que les étudiantes et les étudiants sont de plus en plus intéressés par la question de la justice sociale, par les questions féministes et du coup, à la base, mes cours sont plutôt des cours de méthodologie, mais on peut se saisir d'objets médiatiques et de la manière dont le genre se construit dans les médias. Donc il y a un lien forcément entre... Mais l'écriture académique, par certains aspects, elle me sert aux entournures, quoi. Et, du coup, le roman, c'est un espace de liberté et de poésie où je m'exprime pleinement. Voilà. Stéphanie? Oui, c'est une question un peu provocante parce que je sais bien ce que vous allez me répondre, mais vous faites dire à Raphaël à un moment les livres sont plus précieux que l'odeur d'une nuque car on peut y trouver la mémoire d'un instant préservé à jamais. Est-ce que ça veut dire que vous placez le livre au-dessus de tout et même du lien entre les êtres? Est-ce que c'est ce statut-là pour l'écrit, en tout cas, peut-être pas le livre, mais l'écrit, les mots? Dans ce passage-là, Raphaël, il parle, il se révèle à sa mère. Il révèle qu'il a des relations amoureuses avec des hommes. Et il révèle qu'il lit des livres interdits. Et il fait le parallèle entre les deux. Et puis, en fait, il considère que le plus grave, le plus interdit des deux, c'est ces livres interdits, en fait. Parce que le livre reste et parce qu'il transmet une mémoire et parce que quelque chose qui est vécu à deux dans l'intimité, c'est quelque chose qui marque ton vécu, ta mémoire, et quelque chose qui est écrit, ça opère une sélection dans le réel, forcément. Tu ne peux pas tout retranscrire. Il le dit d'ailleurs, Raphaël, il dit le langage échoue à retranscrire vraiment toute la palette des émotions vécues.
Et en même temps, c'est un médium et ça fixe les choses et ça fait qu'on peut les transmettre. Donc, il ne s'agit pas de hiérarchiser entre les deux, mais j'ai commencé à écrire, je crois, parce que j'étais obsédée par l'idée que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est racontée. Je suis revenue là-dessus, mais il y a vraiment comme une obsession chez moi de fixer les choses dans l'écriture pour pas qu'elles s'échappent et qu'elles meurent, quoi. Voilà. Oui, ça se sent partout. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait au-delà de tout ce qu'on a déjà dit comme thème présent dans le roman, mais il y a une vraie réflexion sur le pouvoir des mots, sur les livres, sur ce que ça peut transcrire de l'expérience humaine. Et vous parlez aussi beaucoup de rythme et de musique des mots. Enfin, j'ai noté plein de citations, je ne vais évidemment pas vous les lire, mais il y a aussi dans ce roman-là une vraie réflexion sur le langage et sur les mots. Alors, ce n'est pas une question, hein, c'est juste une remarque, mais j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Et ça vient de Monique Wittig, qui a enfin voilà, dans le chantier littéraire ou dans la pensée straight, elle a cette réflexion-là sur le langage et ça m'a... Ouais. Ça vient de ma grand-mère, quoi, qui m'a appris à lire et à écrire avant l'heure de l'école, comme je disais, et ça m'a marqué pour toujours, je pense. C'est elle qui a dit que je serais écrivain. Voilà. Je pense que c'était obligé après, je ne pouvais pas faire autrement. Je me rappellerai toujours, ma grand-mère, quand elle m'a appris à écrire, elle m'a appris à écrire avec une méthode qu'elle a inventée qui s'appelle l'écosyllabe. Donc, elle m'a appris à écrire des phrases très simples où il n'y a pas d'accord de genre ou de verbe. Des phrases du type « bébé a avalé la tomate », il n'y a que des accents aigus, il n'y a pas de ENT, il n'y a pas de ER. Et puis après, donc je savais faire des phrases simples. Puis après, elle m'apprend que le « et », donc par exemple, je mange du chocolat et un gâteau, bah, ça s'écrit ET et pas E accent aigu. Et là, mon monde se diffracte et je me dis merde, c'est pas possible, mais comment ça se fait? Enfin, je me rappelle très précisément de ce moment, du jardin dans lequel on était, vraiment. J'étais petite, hein, c'était avant le CP. Et là, je me rends compte que ouais, la langue, elle a ses propres règles qui sont parfois pas hyper cohérentes, mais que du coup, ça va être un terrain de jeu aussi, quoi. Voilà. Alors, si personne n'a d'autres questions, on va finir par la petite photo de groupe qu'on a l'habitude de faire. Tout le monde s'active. C'est parti. 3, 2, 1. Magnifique. C'est bon, super. Merci infiniment, Wendy, pour votre temps et votre discours qui est si rafraîchissant. Et je vous découvre ce soir en vérité et en réalité, et j'en suis bien ravi. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance et d'avoir découvert votre roman qui est fantastique. Donc, merci infiniment. Et merci infiniment aussi aux éditions Cambourakis qu'on aime tant, notamment pour cette collection sorcière, mais pas que, parce que le pan aussi roman est également merveilleux. Donc, merci infiniment à tout le monde, à vous tous qui étaient là et surtout à Wendy et Mélissa qui n'a pas pu être présente avec nous, mais qu'on embrasse aussi. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Anthony, au revoir. Bonne soirée. Merci, Bonne Wendy. soirée. Merci. Wendy. Merci beaucoup. Au revoir, Wendy. Au revoir. Merci, Anthony. Merci à tout le monde. Avec plaisir.